Internet. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a du coup la chance de pouvoir retrouver Constance une nouvelle fois pour nous parler donc d'un nouveau sujet. Pour rappel, donc Constance qui est coach professionnel certifié, hein, donc il va aujourd'hui intervenir notamment sur le contexte vie pro, vie perso. Donc Constance, je te laisse la main pour nous en dire plus. Très bien. Merci Clément, merci Justine. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là de nouveau pour présenter ce meet-up. Cette fois-ci, donc, nous parlerons d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour me présenter très rapidement, donc, je suis Constance Ramani. J'interviens en entreprise essentiellement comme coach, comme formatrice. Donc, j'accompagne des équipes, j'accompagne des managers ou des cadres qui peuvent rencontrer des difficultés relationnelles, des difficultés managériales. J'interviens également lors d'une prise de poste, par exemple. On peut se retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me retrouver, me solliciter via ce réseau si vous le souhaitez. Ce sera avec plaisir. Je précise que je ne vois que mon écran, je ne vois pas le chat. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Justine et Clément ont la main dessus et ont le carte blanche pour m'interrompre à n'importe quel moment. Donc, la présentation va durer environ 45 minutes. Je vais dire, mettre mon minuteur. 45 minutes, à l'issue de quoi il y aura un temps de questions-réponses, un temps d'échange donc sur les 10-15 minutes qui restent. Donc, on va commencer par définir ce qu'est vie pro, vie perso, ce qu'on entend par équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ensuite, on parlera de définir ses priorités et puis être cohérent avec celles-ci. Nous parlerons également de gestion du temps et de gestion du stress. Donc là, à ce moment-là, je ferai référence à un ancien meet-up sur la gestion du stress que j'ai pu présenter. Je représenterai certains outils. On va parler du fait de s'exprimer. C'est extrêmement important de pouvoir s'exprimer et également de pouvoir rester souple et de savoir s'adapter aux circonstances. Donc, équilibre vie pro, vie perso. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, vous allez voir, ça commence très mal. Je n'aime pas tellement l'expression d'équilibre vie pro, vie perso. Je trouve l'expression assez imparfaite dans le sens où elle donnerait l'idée qu'il y a deux grandes sphères, la sphère professionnelle et la sphère personnelle qui ne communiquent pas entre elles, qui seraient séparées par un mur et qu'il suffirait de choisir une heure à laquelle on passe de l'un à l'autre. Voilà, j'aime pas tellement cette idée-là parce que on est déjà nous un tout bien plus complexe que ces deux grandes sphères. Il y a beaucoup plus de choses et puis les choses s'entremêlent. Si je donne l'exemple, par exemple, de la partie de l'amitié, du fait d'avoir des amis, d'être en relation avec des amis, on peut avoir des amitiés fortes dans sa vie personnelle, bien entendu, mais également dans sa vie professionnelle. Donc voilà, donc je trouve l'expression un petit peu réductrice. Donc voilà, on élargira tout ça. Également, il n'y a pas une réponse qui est applicable à tous. Ici, je vais pas vous dire pour une vie parfaite, équilibrée entre tous les aspects de votre vie, il faut faire ça, ça, ça. C'est une réponse qui est extrêmement individuelle, qui est extrêmement intime. Et qui dépend de chacun, qui dépend de chacun, c'est-à-dire de sa personnalité, qui dépend de son contexte et qui évolue dans le temps. Par exemple, quelqu'un qui a 22 ans, qui est célibataire sans enfant, n'aura pas les mêmes priorités dans sa vie probablement que quelqu'un qui a 45 ans, qui a 3 enfants, dont un qui passe le bac et qui doit faire Parcoursup. Voilà, je vous donne ça comme exemple, mais effectivement, ça dépend des personnalités. Et puis, ça évolue dans le temps. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, voilà, ce que vous allez déterminer aujourd'hui comme étant important pour vous, il y a fort à parier que dans 5 ans, 10 ans, ce sera plus tout à fait la même chose. Alors, pourquoi c'est important de mener cette réflexion? Parce que il y a des risques à ne pas la mener. Comme risque principal, qu'est-ce que je vois? C'est qu'en fait, les années passent, enfin les jours, les semaines, les mois peuvent passer très facilement. On est occupé par son travail, par ce qu'il y a à faire à la maison et tout un tas de choses. Et le risque, c'est de se retourner un jour, au bout de plusieurs années, souvent vers la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, se retourner en arrière sur les années qu'on défilait et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne me convient pas, je n'ai pas utilisé mon temps et mon énergie d'une manière qui me correspond, j'aurais aimé le faire différemment, etc. Voilà, ça peut être un petit peu douloureux, un petit peu violent parfois.
Voilà, donc ça c'est un premier risque. Un deuxième risque que je vois, c'est qu'on peut être très facilement la tête dans le guidon, submergé par la charge de travail, par tout ce qu'il y a à faire au travail, à la maison, ou sur d'autres thématiques. Par exemple, quelquefois on est amené à s'occuper de sa famille, d'un proche, etc. Le risque à ne pas mener cette réflexion, prendre du recul et se questionner sur comment est-ce que j'utilise mon temps, qu'est-ce que je choisis. À un moment, ça peut être le corps qui lâche aussi. On parle beaucoup de burn-out. C'est quelque chose d'extrêmement violent pour ceux qui ont pu le vivre. J'ai échangé avec des personnes qui avaient vécu ça. C'est le corps envoie des signaux en disant stop, 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 ralentis, c'est pas bon pour toi. Et quand on n'écoute pas ce message-là, cette voix-là, voilà, quelquefois c'est le corps qui marque un coup d'arrêt. Et voilà, là c'est violent, c'est compliqué. Donc, la première étape serait de définir ses priorités. Donc, c'est une étape essentielle. Pourquoi? Parce que ça évite du coup d'être embarqué dans ce flux continu, dans cette course incessante de la vie, du quotidien. Ça permet de conscientiser les choses, de conscientiser ses priorités. Et le fait d'en prendre conscience, ça permet de redevenir acteur ou de devenir acteur si on n'avait pas fait cette réflexion-là précédemment. Ça permet de devenir acteur et d'aller vers. Je reviendrai là-dessus. C'est pas quelque chose qui se fait. Je vous invite pas à faire des changements radicaux dans votre vie. Ça va se faire étape par étape. Mais pour mener ces étapes et redevenir acteur, il faut déjà pouvoir conscientiser tout ça. Donc voilà, donc comme je disais, il n'y a pas que sphère pro, sphère perso, il y a tout un tas d'éléments qui constituent notre vie. Je vous propose ici une liste non exhaustive, vous aurez peut-être des éléments à rajouter individuellement de votre côté. Il y a la famille, il y a les amis, le couple ou les relations amoureuses, le travail, la carrière. Alors par exemple, le travail, la carrière, c'est très personnel. Il y a des personnes pour qui le travail occupe une grande place et ils souhaitent, et ces personnes-là souhaitent que le travail occupe une grande place. Ils ont une ambition, une carrière à faire, une ambition. À travers le travail, ils se développent professionnellement et personnellement également, en se challengeant, en allant en dehors de sa zone de confort, etc. Et c'est très bien comme ça. Il y en a d'autres qui, à l'inverse, le travail, c'est pour gagner un certain salaire. Et voilà, c'est une routine qui convient bien. Il n'y a pas de souhait d'évolution. Ces personnes-là peuvent être tout à fait à l'aise dans une routine qui serait la même pendant des années. Je connais des personnes comme ça et qui sont extrêmement heureuses comme ça. Et pourquoi pas? Voilà, j'insiste beaucoup sur cette idée que c'est une réponse individuelle, une réponse intime. Quelquefois, on peut se laisser un petit peu embarquer par des injonctions de la société ou de l'éducation qu'on a eue, qu'il faut faire carrière ou qu'à l'inverse, il faut s'occuper de ses enfants. Voilà, là, il s'agit vraiment de revenir à soi et de se questionner. Donc, il y a la partie, les différents aspects de la vie. Il y a aussi les finances, la santé physique, la santé mentale, les loisirs, une passion, quelquefois qu'on met de côté au fil des années. Des projets, ça peut être des projets pro, des projets professionnels, par exemple. Il peut y avoir des personnes qui ont depuis toujours un peu cette idée de un jour être à leur compte, monter leur boîte. C'est un projet qui se mûrit, qui se construit dans le temps. Ça peut être des projets personnels, bien évidemment. On souhaite construire sa maison, ou voilà, tout un tas d'autres choses. Il y a des personnes pour qui ça peut être important de faire du bénévolat. Il y a des personnes qui ont une vie spirituelle. Voilà. Et il peut y avoir d'autres éléments auxquels je n'aurais moi-même pas pensé. Sur chaque aspect, une fois que vous avez défini les aspects auxquels vous souhaitez donner de la place, qui ont de l'importance pour vous, sur chaque aspect, je vous invite à vous questionner. Quel est mon degré de satisfaction aujourd'hui? Sur une échelle de 0 à 10, comment est-ce que je me note? Où est-ce que j'en suis? Je vous invite aussi à vous questionner quel serait mon idéal. Et encore, c'est une réponse très individuelle. Pour moi, si je donne un exemple, sur la partie amitié, mon idéal, ce serait de voir ou d'échanger avec un ami, en moyenne, un ami par semaine. Voilà, ça, ce serait mon idéal. Ce ne serait pas forcément l'idéal de mon voisin, de mon conjoint ou de mes collègues. Voilà, il s'agit de se questionner, moi, quel est mon idéal et par rapport à cet idéal, où est-ce que je me situe? Donc, imaginons qu'on se situe, aujourd'hui, je me situe à 3 sur 10 par rapport à cet idéal. On va ensuite se questionner, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer tel ou tel aspect?
Donc si aujourd'hui je réalise en faisant un point que ça fait presque 6 mois que j'ai pas vu mes amis, l'idée ça va pas être de passer de je ne vois pas mes amis du tout à j'en vois un toutes les semaines. Ça va être un pas trop impressionnant à faire, trop ambitieux. Voilà, ça va être compliqué d'intégrer ça dans votre agenda. Vos amis vont pas comprendre. Donc voilà, il va s'agir d'y aller progressivement, pas à pas. On va revenir dessus juste après. Je vous invite également à distinguer court et plus long terme. Ça rejoint un petit peu cette idée-là. À long terme, je me fixe de voir un ami par semaine. Et à court terme, ma première étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de peut-être j'ai listé ces 4 amis qui me sont chers et ça fait un moment que j'ai pas échangé avec eux. Voilà, je me fixe d'ici la fin du mois de les avoir appelés tous les 4, d'avoir repris contact avec eux et d'avoir échangé quelques nouvelles. Voilà, on va vraiment distinguer ces deux temporalités. Alors ça, très important, comme je le disais tout à l'heure, on peut rapidement se laisser embarquer par nos habitudes, par les demandes du travail, du quotidien, de la famille, etc. Et un peu oublier tout ça. Donc il y a vraiment cette idée d'attention et d'intention quotidienne. Et il s'agit de se questionner comment est-ce que je passe réellement mon temps. Tous, je pense, on a pu vivre le fait de quelquefois ouvrir, je sais pas, Instagram, Facebook ou peu importe. Et d'être dessus en fait pendant 1 heure sans même s'en rendre compte. Donc voilà, est-ce que c'est ce que je veux réellement? Alors encore une fois, il n'y a pas de jugement sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut être très nourrissant. Imaginons que vous ayez une passion pour un sujet et que vous suiviez sur Instagram des professionnels de ce sujet-là et que de regarder tout ça vous nourrit, vous donne des idées et nourrit une passion. C'est très bien et à ce moment-là, c'est 1 heure bien utilisée. Mais voilà, très souvent, j'entends beaucoup d'exemples autour de moi de personnes qui partagent, ouvrir Instagram et regarder un petit peu n'importe quoi pendant 1 heure. Voilà, c'est se questionner qu'est-ce que je veux réellement faire. Est-ce que je souhaite utiliser l'heure que j'ai devant moi de cette manière-là ou pas? Et c'est un peu, il y a ce moment de se responsabiliser, de reprendre un petit peu la main sur comment on utilise son temps, son énergie. Alors, je dis ça tout en insistant sur un point et je reviendrai également là-dessus un peu plus tard. L'idée, c'est de faire au mieux, d'être bienveillant avec vous-même, c'est-à-dire que ce sera pas parfait tous les jours. Il y a des moments où effectivement, vous arriverez à mettre en place certains points, certains objectifs que vous êtes fixés. D'autres fois, vous allez ouvrir Instagram et puis passer 1 heure à rien faire et c'est OK. On reste humain, on reste imparfait par définition. Donc l'idée, c'est vraiment de faire au mieux et de regarder vraiment avec du recul sur la durée. Est-ce que j'avance? Est-ce que je suis plus en cohérence avec ce qui est important pour moi? Il faut pas avoir le nez dans le guidon et se mettre une pression en fait supplémentaire. L'idée, c'est pas que ça rajoute un élément de pression à votre quotidien. C'est que vous vous sentiez mieux au fil de l'eau, au fil des actions que vous mettez en place. Donc, avancer par petits pas, c'est quelque chose duquel j'aime beaucoup parler. Je trouve ça extrêmement important. Alors, j'ai mis 2 images. Je trouve les 2 images très parlantes et chacun s'approprie celle qui lui parle le plus. Alors, l'image de gauche, on voit l'importance de faire des petits pas on voit des échelles. Donc, il y a un personnage qui s'est fixé vraiment des petits objectifs et qui arrive à avancer finalement et qui s'approche de son objectif assez facilement finalement avec de la facilité. Et à droite, on voit à l'inverse quelqu'un qui s'est fixé des objectifs trop ambitieux, des étapes trop ambitieuses et finalement qui ne bouge pas, qui n'arrive pas à avancer. Donc, j'insiste vraiment quand je vous engage à vous fixer des petits pas, des objectifs, allez-y progressivement. Fixez-vous des objectifs qui vous paraissent abordables, atteignables, faisables. Il ne faut pas que ce soit la mer à boire parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous décourager, ça va vous paraître compliqué à faire, vous allez remettre au lendemain, vous allez procrastiner ou alors vous allez vous retrouver en échec. Une fois que vous serez en échec, ça va vous décourager davantage et vous n'allez pas avancer du tout. Donc, je donne l'exemple toujours que j'utilisais tout à l'heure, des amis. On va pas se dire, je vois que je suis à 3 sur 10 sur la satisfaction que j'ai à voir mes amis. Donc, on va pas se dire, allez, la semaine prochaine, je vois tous mes amis
on va pas se fixer ça parce qu'on va pas y arriver. Voilà, ça va nous demander un effort qu'on n'a pas l'habitude de fournir peut-être. Donc voilà, la première étape, ça va être dire, allez, ben j'appelle Uber avec qui j'ai pas échangé depuis 6 mois et voilà, on va se fixer cette semaine. Allez, je passe un coup de fil à Uber. Voilà, c'est concret. C'est réalisable et mine de rien, vous allez appeler Uber, la semaine d'après vous allez appeler Géraldine et petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous allez avancer vers votre objectif. Donc il y a cette image des échelles et il y a cette image de la montagne. Alors ici sur la photo on est à Chamonix, on voit le Mont Blanc au loin. Donc voilà, quand on voit, on souhaite monter, gravir une montagne, on peut voir le sommet un petit peu comme l'objectif qu'on se fixe. Si on reste les yeux rivés sur le sommet, ça paraît complètement fou, ça paraît inatteignable, ça paraît infaisable. Et donc là, je vous invite vraiment à finalement vous concentrer sur chacun de vos pas. Quand on se concentre sur les pas, chaque pas qu'on fait, alors j'ai pas gravi le Mont Blanc et probablement c'est quand même très compliqué, mais voilà, si on se concentre sur chaque pas est abordable, chaque pas est faisable. Donc, bien évidemment, il y aura des pas plus simples et des pas plus compliqués. Quelquefois, il faudra gravir un ravin, une rivière et que sais-je. Mais à partir du moment où on se concentre sur chaque pas est voilà, c'est quelque chose qui peut être fait, qui peut être effectué. Et en avançant, en faisant ces pas-là, on avance vers notre objectif. Alors, c'est évidemment quand on parle d'équilibre, vie pro, vie perso, c'est inévitable de parler de gestion du temps. Donc là, je vous partage quelques propositions, quelques outils que je vous invite à tester, à vous approprier et puis à garder ceux qui vous parlent le plus. Donc voilà, quelquefois, ça arrive qu'on se sente totalement submergé, on ne sait pas par quoi commencer, on a tellement de choses à faire. D'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, qu'on se retrouve un petit peu noyé et un petit peu à l'arrêt finalement. Donc là, je vous propose un outil qui est intéressant. Donc, il s'agit de commencer par lister les tâches à effectuer. Tout ce que vous avez dans votre tête, vous le couchez sur le papier. Que ce soit pro, perso, vous mettez tout sur le papier. Déjà, de faire cet exercice, c'est très libérateur. On s'enlève un poids, on a tout sous les yeux, on peut éviter d'y penser et revenir à cette liste voilà, quand on en a besoin. Ensuite, il va s'agir de définir les priorités sur lesquelles vous concentrez. Donc, vous allez, sur cette liste, face à chacun des sujets, les classer par ordre d'importance. Vous allez avoir 2 critères, le degré d'importance et le degré d'urgence. Est-ce que ce critère-là est important, oui, non? Est-ce que ce critère-là est urgent, oui ou non? Suite à ça, ça va vous donner une indication par quoi commencer. Donc, on commence par ce qui est à la fois important et urgent. Ensuite, en deuxième étape, une fois que vous avez avancé sur ces éléments-là, le deuxième aspect, les deuxièmes sujets sur lesquels vous allez avancer sur ce qui est important et non urgent. Alors, très souvent, ça fait réagir quand je dis ça. On peut avoir tendance à vouloir aller vers ce qui est non important, mais qui est urgent. Alors, pourquoi c'est pas tout à fait la bonne chose à faire? Parce que il y a toujours des choses urgentes. Et si vous vous concentrez sur ce qui est non important et urgent, ça va vous prendre du temps. Et au final, vous ne dédieriez pas de temps à ce qui est important, mais non urgent. Donc, on va commencer par ce qui a de l'importance, qui est pas urgent, etc., pour justement pas le mettre de côté et faire en sorte que ces éléments-là, ces points-là, ces sujets avancent également. Ensuite, on ira sur ce qui est non important mais urgent. Et tout ce qui est non important et non urgent, eh bien, c'est très simple. On vire. On l'enlève de notre liste, on se libère de ces tâches-là. Voilà, on pourra revenir dessus après dans le temps d'échange si vous le souhaitez. D'autres propositions, une idée intéressante, ça peut être de fixer des temps dédiés dans votre agenda. Par exemple, si je reprends l'exemple d'appeler un ami par semaine, on peut le mettre dans notre agenda. Comme ça, on ne l'oublie pas, c'est présent à l'esprit. On a fixé un temps qu'on ne consacre pas à autre chose par défaut. Et puis, voilà, si vous avez des notifications de rappel, etc., ça vous fait un rappel, ça vous permet d'y penser et d'avancer finalement petit à petit là-dessus. En revanche, je vous déconseille d'utiliser ça à l'extrême, c'est-à-dire de fixer des temps dédiés pour tous les éléments dans votre agenda.
tout simplement parce que vous vous retrouveriez probablement en difficulté. Il y a toujours des imprévus, voilà, on peut pas toujours faire ce qui était prévu, ce qu'on s'était fixé, et ça risque d'être voilà trop finalement inabordable au quotidien, inutilisable, et ce serait du coup inutile. Donc voilà, soyez raisonnable là-dessus, mais sur certains éléments, je vous encourage à les fixer dans votre agenda. Alors, très important, distinguer urgence réelle et urgence perçue, pression réelle et pression perçue. Très souvent, alors pas sur tous les sujets, mais très souvent, quand on veut bien faire les choses, qu'on est engagé dans son travail, engagé voilà dans son quotidien, pour les personnes perfectionnistes notamment, il y en a probablement certains parmi vous qui se reconnaîtront, on peut se mettre une pression que finalement personne ne nous met, que la situation ne nécessite pas. Donc là, il va vraiment s'agir, si vous avez cette tendance-là, je vous engage vraiment à vous questionner cette chose-là. Est-ce que réellement c'est urgent? Je me suis fixé de le faire dans la journée. Est-ce que réellement il y a besoin de faire cette chose-là dans la journée, ou ça peut attendre la fin de la semaine, par exemple? Donc je vous invite à vraiment retourner là-dessus. Pareil, voilà, au travail, par rapport à des demandes qui arriveraient, c'est prendre ce temps de distinguer est-ce qu'il y a une réelle pression, une réelle urgence ou pas. Quelquefois, alors très souvent, alors je veux pas faire de généralité, mais très souvent les personnes qui font des burn-out notamment, c'est des personnes qui se mettent une très forte pression, et quelquefois l'entourage et les managers, etc., peuvent se sentir assez démunis en disant enfin, quelquefois ils mettent une pression, ça il y a aucun doute, et d'autres fois ils se sentent démunis en disant c'est pas moi qui lui demande de faire ça dans les temps de cette manière-là, de manière aussi poussée. Donc il faut vraiment revenir à ça et se questionner, est-ce que je me mets une pression raisonnable, est-ce que l'urgence est réelle? Alors, je choisis d'eux plutôt que je dois. Donc, tout ça, c'est des éléments que j'avais partagés dans le meet-up sur la gestion du stress. Je les partage pas tous, vous pourrez revenir dessus si vous le souhaitez. Vous pouvez retrouver la retranscription sur YouTube, il me semble, sur la page d'Extia. Donc, je choisis d'eux plutôt que je dois. Alors c'est très subtil, mais quelquefois voilà, qu'on a tellement de choses à faire, on est pris dans le quotidien, on dira je dois faire ci, je dois faire ça, je dois aller chercher les enfants à l'école, je dois rendre tel dossier, je dois. Et il y a cette idée, j'espère que vous l'entendez, cette idée d'un peu je subis, je dois, il faut que. Et je vous invite à voilà, quand vous prononcez ça entre guillemets dans votre tête, d'essayer de changer par je choisis de. Je choisis d'eux, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée de, en fait, il s'agit d'un choix de ma part d'aller chercher mes enfants à l'école. Ça remet un petit peu au centre, comment dire, de votre quotidien, l'importance de faire ça. J'ai choisi d'aller chercher mes enfants à l'école tous les soirs pour pas qu'ils fassent des journées à rallonge. Ou je choisis d'aller chercher mes enfants à l'école le soir, c'est comme ça qu'on s'est organisé avec mon conjoint. Je choisis d'eux, je sais pas si vous voyez le mouvement, mais c'est qu'il y a quelque chose de, voilà, finalement il s'agit d'un choix de ma part que j'assume. Voilà. Ce qui est intéressant aussi quand on fait cet exercice, c'est que quelquefois en voulant remplacer je dois par je choisis d'eux, on se dit mais non, en fait je choisis pas ça. Donc peut-être que je peux faire différemment, peut-être que voilà, je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Qu'est-ce que je peux faire? Donc il y a cette idée de redevenir un petit peu acteur de ce qui se passe et de sortir de voilà, je subis mon quotidien et l'ensemble des choses à faire. Alors, eat the frog first. Donc un petit peu d'anglais ici, ça veut dire commence par manger la grenouille. Donc quelle est l'idée derrière ça? C'est de commencer par ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc c'est extrêmement contre-intuitif. Il y a tous des choses qu'on n'a pas envie de faire, de réaliser. J'ai cet appel à passer qui me stresse, qui voilà, que je sais que va être désagréable ou voilà, que j'ai pas envie de faire tout simplement. Et ce qu'on a tendance à faire habituellement, c'est de le remettre à plus tard. Vu qu'on n'a pas envie de le faire, on se dit bon ben je verrai ça plus tard. Allez, et puis je commence par le reste. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est que finalement cet appel à passer, cette chose à faire, ça reste en arrière-plan. Donc, en arrière-plan, il y a toujours ce petit stress, cette petite angoisse que on sait qu'il faut passer cet appel, même si on n'y pense pas toute la journée de manière consciente. Voilà, ça reste présent. Donc, je vous encourage à commencer par ce que vous n'avez pas envie de faire. Qu'est-ce qui va se passer quand vous avez commencé par ça? Vous avez commencé votre journée par cet appel que vous n'avez pas envie de passer. Déjà, ça va être fait. Une fois que ce sera fait, on n'en parle plus, donc on se sent beaucoup plus léger.
on se sent beaucoup plus dynamisé, on a beaucoup plus d'énergie ensuite pour avancer sur le reste des choses. Et puis, cette chose à faire, elle est faite, le problème est réglé, ou en tout cas avance, etc. Et on se retrouve pas à aggraver une situation dans le cas où on ne traiterait pas le sujet. Quelque chose aussi que je trouve très intéressant que je fais d'ailleurs personnellement, c'est de prendre chaque minute par jour pour faire le point. Donc là, chacun de s'approprier ça. Ça peut être le matin, ça peut être le soir en fin de journée, une fois que vous avez avant de partir de votre journée de travail. Ça peut être au moment de vous coucher. Enfin voilà, ça chacun s'approprie ces 10 minutes au moment qui est le plus opportun. Moi, je commence ma journée avec 10 minutes, donc avant de me lancer dans toutes les activités à faire. Je me questionne, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, et ensuite je sélectionne les 3-4 éléments sur lesquels je souhaite me concentrer au départ. Donc on peut utiliser la matrice d'Eisenhower que je vous ai présentée tout à l'heure, ou le faire de manière plus intuitive. Et ensuite, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça donne une feuille de route, ça structure la journée, on sait par où commencer. Une fois qu'on a terminé une tâche, on peut revenir à cette liste-là. J'ai terminé ça, allez, maintenant je sais ce que j'ai à faire, et on avance du coup de manière structurée. Un autre élément important, faites des pauses, respirez quand vous vous sentez justement un petit peu chargé, voilà, et que vous vous retrouvez un petit peu dépassé par l'ensemble des tâches à faire. Pareil, c'est très contre-intuitif quand on a l'impression déjà de ne pas avoir le temps de tout gérer. Faire une pause, et donc c'est absolument pas naturel à ce moment-là, mais c'est 3 minutes de pause, il n'y a pas nécessairement besoin de plus. 3 minutes où vous arrêtez. Vous faites un vrai break, vous respirez, vous fermez les yeux si ça vous aide. Ça permet de prendre du recul, de prendre du recul, de se remettre dans une meilleure dynamique et de pouvoir repartir. Donc je vous encourage à essayer. 3 minutes, c'est très peu de temps finalement, c'est pas ça qui va vous mettre dans une situation catastrophique, et ça vous permet d'y voir plus clair à la fin de ces 3 minutes de respiration. On repart avec les idées plus claires et on avance, on sait davantage comment s'y prendre. Donc pour ça, on parle souvent il y a la cohérence cardiaque, il y a des applications qui existent là-dessus. Je vous propose par exemple, c'est une application qui est gratuite qui s'appelle Respirolax. C'est quelque chose de très simple, c'est une bulle qui monte et qui descend et vous inspirez, expirez au rythme de la bulle. Donc voilà, il n'y a pas plus bête que ça. Voilà, si l'appli vous aide, je vous encourage à essayer celle-ci ou d'autres. Hein. J'ai pas d'action chez Respirolax. Voilà. Alors, autre élément très important, il va s'agir de s'exprimer. Alors, quand on se sent dépassé, alors déjà la première étape, ça va être de reconnaître ses propres besoins, ses limites, ses difficultés. Donc, une première étape, c'est effectivement de les reconnaître. D'accepter que on n'y arrive pas, ou d'accepter que voilà qu'on a du mal et que peut-être on a besoin d'aide. Donc déjà le fait d'exprimer ses besoins, évidemment ça augmente les chances de les voir satisfaits. Hein. Si on garde tout pour soi, notre entourage, que ce soit un entourage pro ou perso, s'ils n'ont pas conscience de nos besoins et de nos difficultés, ils vont avoir du mal à se mettre en action pour nous aider, pour nous soulager. Demander de l'aide, alors c'est vraiment, il y a des personnes pour qui c'est extrêmement dur de demander de l'aide. Demander de l'aide, ça peut être l'équivalent pour ces personnes-là, l'équivalent de s'avouer incapable, on va croire que je sais pas faire, que je suis nulle. Voilà, on peut avoir très peur de ça. Il faut réussir à sortir de ça et puis se rendre compte que quand on demande de l'aide, évidemment. On se retrouve pas mis au placard par défaut. Donc, ça peut être dans un contexte professionnel, ça peut être dans un contexte personnel. Quelquefois, vous avez tellement de dossiers à gérer que vous savez plus par où commencer. Voilà, vous pouvez faire un point avec un collègue, avec votre manager pour dire, voilà, là, j'ai tout ça. J'avoue que je me sens un petit peu perdue. Je ne sais plus par quoi commencer. Tout me semble urgent et prioritaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment je peux m'y prendre? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer? Voilà, ça permet de refaire le point, d'y voir un peu plus clair et d'avancer du coup plus sereinement. Donc pareil dans un contexte personnel, si on se retrouve avec tout un tas d'actions à mener, de tâches à effectuer, l'idée c'est de pas tout gérer tout seul et de réussir à s'exprimer, demander de l'aide à son entourage, voir si le conjoint peut prendre le relais sur certaines tâches.
Voilà, il faut en tout cas exprimer tout ça et pas attendre que ça vienne tout seul de l'autre sans qu'on s'exprime. Alors, quelque chose qui est un peu un challenge pour certaines personnes aussi, donc je souhaite en parler ici. Il y a des personnes qui rencontrent des difficultés à dire non. Alors, j'aime pas tellement l'expression savoir dire non, parce que ça véhicule cette idée de quelque chose de dur, de radical, de fermé. C'est pas tellement ça. Plutôt, ce que j'ai écrit ici, plutôt c'est ne pas dire oui par défaut. C'est avant de répondre oui par défaut, c'est revenir à soi et se dire est-ce que actuellement je peux dire oui? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai la capacité? Et après, on donne une réponse. Donc, avant de dire oui ou non ou peut-être ou oui mais, on revient à soi. Je donne un exemple. Un exemple, ça peut être on est au travail sur un dossier, on a besoin d'être concentré, on a du mal à avancer dessus. Et là, il y a un collègue qui vient, tiens, est-ce que tu peux venir? J'ai un problème sur mon PC, je sais que tu te débrouilles, est-ce que tu peux jeter un œil, etc. Quelquefois, on peut être tenté de dire oui, de tout lâcher et de venir voir. Là, il va s'agir de revenir à soi. Est-ce que je peux? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est le moment? Et on peut, en fait, il s'agit pas de dire non, démerde-toi. Il s'agit de dire, bah écoute, là, pendant 1 heure, j'ai besoin de me concentrer parce que voilà, j'ai besoin de me concentrer sur ce dossier-là. Donc, dans 1 heure, je reviens vers toi. Est-ce que ça te va, etc. On se rend compte en le faisant que la personne nous aime toujours, que c'est pas la fin du monde, que si jamais on ne peut pas, elle trouve d'autres solutions. Elle va demander à Albert et elle va s'en sortir. Ça peut être de dire pareil, des amis, ça peut être dans la sphère personnelle, un ami qui vous sollicite, qui vous propose de sortir ce soir, etc. Voilà, qu'on a du mal à dire non, on va dire oui alors qu'on se sent fatigué, que le lendemain on a besoin de se lever tôt, etc. Donc là, encore une fois, il s'agit de revenir à soi et on n'est pas obligé de dire oui à tout. On peut dire, écoute, j'aurais beaucoup aimé, mais là vraiment, je suis claquée de ma semaine. Ce soir, ça va être compliqué. En plus, demain, je dois me lever tôt. Par contre, voilà, la semaine prochaine, volontiers, mais ce soir, voilà, ça va être compliqué pour moi. On peut, voilà, il faut sortir de cette idée que c'est quelque chose de dur, de violent. Si vous êtes une personne, entre guillemets, douce et bienveillante, dites ce que vous avez à dire avec douceur et bienveillance et c'est OK. Donc, appropriez-vous ce oui mais ou ce non de manière progressive en commençant à dire non ou oui mais plus tard. Voilà, là où c'est plus facile pour vous et puis jusqu'à ce que ça devienne facile dans toutes circonstances de vous exprimer et d'exprimer vos limites. Autre chose extrêmement importante, c'est de savoir de rester souple dans tout ça. Rester souple, rester adaptable. Alors pourquoi? Parce que rester figé, il y a des risques à rester figé. Rester figé, il y a cette idée de rigidité, quelque chose qui est rigide, c'est quelque chose, quand c'est rigide, quand c'est dur, ça casse. On pense aux chênes et aux roseaux, par exemple, à cette fable de La Fontaine. De vouloir être figé sur des idées, de pas avoir un minimum de souplesse. Déjà c'est une pression que vous mettez à vous-même. Il y a une espèce une idée de tension derrière ça, donc de pression vis-à-vis de vous. Il faut que je tienne, il faut que ça marche, etc. Donc c'est pas c'est pas très positif tout ça, même d'un point de vue santé. Je pense pas que ce soit très recommandé. Et puis on peut se retrouver à être un peu rigide, un peu dur aussi avec son entourage. Si on dit non, c'est comme ça, j'ai décidé dès à présent que je partais tous les soirs à 17h30 et qu'on est figé là-dessus et qu'à 17h30 tapante, on ferme l'ordi et on part et qu'on reste figé là-dessus, à un moment ça va poser problème. Déjà parce qu'on se crispe soi-même, on se crispe avec son entourage et qu'en fait la vie c'est pas ça. Le changement est permanent, ça c'est la vie, le changement est permanent, les imprévus sont inévitables. Donc il y a tout un tas d'imprévus au quotidien qu'on déteste. L'enfant malade qui se réveille avec 42 fièvres et on peut pas le déposer à l'école comme on le fait d'habitude. La voiture qui tombe en panne, le collègue qui tombe malade et il faut reprendre ses dossiers. Un retard, un train qui tombe, qui fonctionne plus, qui arrive en retard et ça décale tout derrière. Donc ça, c'est des choses, vous pouvez râler dessus, vous crisper dessus, ça n'y changera rien en fait. Ces imprévus seront toujours là,
Donc il y a un peu cette idée de voilà, de respirer un bon coup, d'accepter que ce soit comme ça. On n'aime pas, mais voilà, il y a pas tellement de choix, donc il faut mieux passer cette étape de crispation le plus rapidement possible, parce que tout simplement derrière, ça permet de se remettre en action, de trouver des solutions, d'avancer et de voilà, de pas rester crispé sur cette chose-là. Également, il faut rester souple, il faut rester adaptable parce que nos priorités évoluent dans le temps. Donc ça, je faisais référence à ça au départ en disant quand on a 20 ans, quand on en a 45, on n'a pas les mêmes priorités. Donc évidemment, quand on est célibataire sans enfant et puis tout d'un coup, il y a un enfant qui arrive dans le foyer, par exemple, c'est très probable que vous soyez amené à revoir un petit peu vos priorités, à vous dire c'est tel aspect, les amis pendant quelques temps peut-être je vais lever le pied, je faisais beaucoup de fêtes, peut-être que maintenant c'est moins prioritaire. Enfin voilà, encore une fois, c'est des propositions. La réponse reste intime et individuelle. J'espère que vous aurez bien compris cet élément-là. Mais voilà, il peut y avoir également un parent malade et on a besoin de dédier du temps et de l'énergie à ce parent malade par exemple, et qui peut impliquer de lever le pied par rapport à une vie pro qui était très riche auparavant. Voilà, je donne des exemples au hasard qui n'engagent que moi. Mais voilà, les priorités évoluent dans le temps, donc il faut prendre le temps périodiquement de faire un peu ce retour à soi. C'est où est-ce que j'en suis par rapport à ces éléments de ma vie, qu'est-ce qui aujourd'hui finalement a de l'importance, quel est mon idéal, comment j'avance, etc. Parce que voilà, c'est des choses qui vont bouger en permanence. Encore une fois, très important, il y a cette idée de faire au mieux. Ce sera jamais parfait. L'idée, c'est d'aller. Il y a vraiment cette idée de mouvement vers, d'aller vers quelque chose qui est souhaitable, un équilibre qui est acceptable, qui est souhaitable, qui coche un maximum de cases. J'avais déjà fait par le passé cette mise en garde et je la remets ici parce que du coup, je trouve ça assez pertinent sur ce sujet-là. Attention aux injonctions au bien-être permanent que je trouve extrêmement culpabilisantes et dangereuses. On voit beaucoup, si on va dans une librairie, maintenant sont mis très en avant et c'est très bien pour tout un tas de raisons, mais on parle beaucoup de bien-être, de sérénité, d'être zen, etc., etc. Je trouve ça extrêmement violent cette idée d'être petit bambou du matin au soir. Pourquoi? Tout simplement parce que on est humain. Un humain, c'est fait de joie, de moments de bonheur. C'est aussi fait de colère, de tristesse. Il y a tous ces imprévus qui viennent nous chahuter au quotidien. Donc c'est ok en fait de pas aller bien tout le temps, de pas être au top sur l'équilibre idéal qu'on souhaiterait avoir. Donc voilà, l'idée c'est de faire au mieux, de faire avec qui on est, de faire avec notre contexte, de faire avec ce qui se passe. Et voilà, et quelquefois ce sera dur, quelquefois on y arrivera, quelquefois on fera les choses correctement, d'autres fois on s'éloignera un petit peu de tout ça. Et c'est ok en fait. Donc l'idée c'est vraiment de pas tomber dans ce piège, de se rajouter une pression supplémentaire de laquelle on n'a absolument pas besoin. C'est pas de se taper dessus parce qu'on n'a pas réussi à faire comme on voudrait. C'est vraiment de prendre ce recul, de regarder sur le long terme et de vraiment se questionner et d'être dans ce mouvement d'aller vers et faire au mieux. J'insiste vraiment sur cette idée de faire au mieux. Alors, pour conclure, je reprends les éléments principaux qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, j'insiste beaucoup, c'est une réponse intime, c'est une réponse individuelle. Donc questionnez-vous, donc ça peut prendre du temps parce qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de se questionner sur ces éléments-là. Qu'est-ce qui compte pour moi? Ça peut être qu'est-ce qui compte pour moi, ça peut être qu'est-ce qui compte pour nous en tant que couple, qu'est-ce qui compte pour nous en tant que famille. Voilà, c'est un peu tous ces éléments-là qu'il faut pouvoir prendre en compte. Quand on parle d'équilibre, ça peut être un équilibre au sein du couple. Il y a certaines périodes, il y en a un qui va travailler plus et qui va gagner de l'argent pendant que l'autre se dégage davantage de temps pour diverses raisons et inversement, et on change. Donc, il y a vraiment cette idée c'est une réponse qui vous appartient à vous dans votre contexte. Faut réussir à sortir de ces injonctions. Quelquefois, voilà, ça peut être des injonctions de nos parents, de la société. Un homme doit travailler dur, une femme doit s'occuper de ses enfants. Voilà, ça c'est des exemples très, très classiques. Il faut réussir à se détacher de ça
et revenir à ce qu'on veut soi et à ce qu'on veut en tant que couple, en tant que famille, etc. C'est important d'identifier donc ce qui compte vraiment, et il y a vraiment ce mouvement de se redresser et d'aller vers. J'ai beaucoup insisté là-dessus. On va pas être sur un équilibre idéal immédiatement, et c'est un idéal d'ailleurs que vous n'atteindrez, je vous le dis, jamais. C'est vraiment aller vers, c'est se responsabiliser, prendre des actions selon là où on souhaite aller, et on est en mouvement vers. C'est une destination qu'on n'atteint jamais vraiment parce que il y a ces imprévus, il y a ces mouvements de la vie qui font que. Donc, on avance pas à pas. Je vous avais montré ces deux images de l'échelle et de la montagne. On se fixe des étapes qui sont raisonnables, qui sont accessibles, et on avance voilà, d'une manière qui est abordable au quotidien. Alors, j'aime bien cette idée de la boussole. C'est pour ça que j'ai mis une boussole ici. Une boussole, si on décide par exemple d'aller vers le nord, quand on navigue, alors je suis absolument pas de bateau d'ailleurs, mais je crois que quand on navigue, c'est pas figé. Quelquefois, il y a des courants, il y a du vent qui vont nous amener un peu plus vers l'est, puis un peu plus vers l'ouest, etc. L'idée, c'est de régulièrement regarder cette boussole. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je vise toujours le nord? Non, allez, je me redirige vers le nord, et puis on va basculer un peu plus de l'autre côté, et puis on va y revenir, etc. Il y a vraiment cette idée de mouvement. Cet équilibre, il faut vraiment comprendre ça, cet équilibre idéal, c'est quelque chose déjà qui peut pas être atteint en tant que tel, et c'est quelque chose qui est vraiment en mouvement. C'est quelque chose qui n'est pas figé et qu'on observe régulièrement, et sur lequel on s'assure vers lequel on s'assure de se diriger. Donc ça, on en a bien parlé, la vie est changement permanent, votre contexte change, et ça implique de réévaluer ses priorités périodiquement. Et alors, comme je disais, c'est une réponse individuelle, intime, et j'insiste énormément là-dessus. En revanche, c'est une réponse individuelle, mais qui implique un mouvement vers l'extérieur. Ça implique de s'exprimer, ça implique de déléguer certaines choses, ça implique de demander de l'aide, ça implique de négocier, ça implique de remettre en place des choses dans notre contexte et dans les décisions qu'on a prises jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est une réponse individuelle, mais qui s'exprime vers l'extérieur, dans votre environnement, avec votre environnement pro, perso, voilà. Et pour conclure, ça ne sera jamais parfait, et c'est très bien comme ça.